Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 27 août 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 243 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer par vous résumer la saga avec les compagnies ferroviaires par rapport à l'arrêt de travail des employés syndiqués. Je vais aussi vous parler de l'arbitrage exécutoire qui a été demandé par le gouvernement pour mettre fin au lockout et en fait forcer le retour au travail. Donc, je vais vous donner un peu mon opinion par rapport à ça et surtout vous expliquer un peu la problématique du fait que l'économie canadienne est un peu dépendante de ces deux compagnies-là. Et ensuite, je vais finir avec les données de l'emploi aux États-Unis. Et tout ça va découler en fait aux attentes actuellement des investisseurs par rapport à une baisse du taux directeur en septembre. Donc, c'est un peu les sujets que je vais couvrir aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais essayer de vous faire un bon résumé avec l'histoire des compagnies de chemin de fer qui ont mis en lockout tous leurs employés. Première des choses, dans ce conflit-là, il y a deux employeurs. Donc, il y a le Canadien National, donc le CN, et le Canadian Pacific Kansas City, qui est le CPKC. Et ce sont deux compagnies de chemin de fer. Et à noter que ces deux entreprises-là sont cotées en bourse sur la bourse de Toronto, donc la bourse de le TSX. Et de l'autre côté du conflit de travail, il y a le syndicat qui revendique les demandes des employés, donc autant les chefs de train, les mécaniciens de locomotive, etc. Et dans ce cas-ci, c'est le syndicat de Teamsters Canada qui prend en charge en fait les employés syndiqués. Et ce qui a causé autant d'émoi, c'est vraiment parce que c'était la première fois dans l'histoire que les conventions collectives du CN et du CPKC, c'est la première fois qu'ils expiraient en même temps. Donc ça a fait en sorte que, premièrement, le syndicat des Teamsters, qui représente les employés des deux compagnies ferroviaires, ça leur permettait de négocier avec les deux employeurs en même temps. Donc, théoriquement, ça leur donnait comme un pouvoir de négociation. Par contre, comme on a pu voir, ça a aussi fait en sorte que le réseau ferroviaire a été complètement arrêté par un lockout simultané des deux compagnies de chemin de fer. Il faut savoir que ce qui a mené à ça, c'est que depuis le début de l'année, donc janvier 2024, le Canadien National et le Canadien Pacific, ils ont proposé différentes versions d'une nouvelle convention collective au syndicat de Teamsters Canada. Du côté du CN, on parle d'une offre en janvier, une autre en avril, une autre en mai. Par contre, chaque offre a été refusée par le syndicat. Et là, en juin, le CN il a proposé d'aller en arbitrage. Donc, à ce moment-là, c'est un arbitre neutre qui va décider comment va se résoudre le conflit. Donc, il voulait faire ça pour justement résoudre le conflit de travail sans devoir passer par une interruption des opérations ferroviaires. Et encore une fois, les Teamsters ont refusé la proposition. Donc, après tout ça, jeudi passé, donc le 22 août, les deux compagnies de chemin de fer ont officiellement mis en lockout tous leurs employés. Et un lockout, c'est lorsque l'employeur décide d'empêcher les employés d'accéder à leur lieu de travail. Et souvent, c'est en réponse soit à une menace de grève de la part des employés ou dans le cas où les négociations, finalement, ils mènent nulle part. Dans ce cas-ci, comme je vous dis, c'est le CN et le CPKC qui ont enclenché un lockout et c'est ça qui a complètement paralysé le transport ferroviaire canadien. On parle d'environ 9300 employés qui ont été mis en lockout, donc c'est un paquet de monde. Et à noter que ça touchait également les trains de banlieue. Donc au Canada, on peut prendre par exemple la région de Montréal, il y avait les trains EXO qui eux autres transportent dans le fond des usagers et non pas de la marchandise. Et eux autres aussi ont dû suspendre leur service jeudi passé. Et là, en réaction à ça, à peine 18 heures plus tard, le gouvernement fédéral a forcé un retour au travail avec un arbitrage exécutoire parce que
Mais ultimement, il voulait éviter une catastrophe économique. Grosso modo, un arbitrage exécutoire, ça empêche les employés de faire la grève, mais ça empêche aussi un employeur de faire un lock-out. Et à ce moment-là, on opte plutôt pour une résolution du conflit avec un arbitre qui est neutre. Et lui, à ce moment-là, va trancher le différend en prenant une décision qui va être en fait respectée par les deux parties. Donc, autant du côté de l'employeur que par le syndicat qui représente les employés. Et encore une fois, l'objectif de l'arbitrage exécutoire, c'est de garantir que les services puissent continuer de fonctionner sans interruption et en même temps, ça permet d'arriver à une solution pour finalement résoudre le conflit de travail. Sauf que là, avec le gouvernement qui vient forcer un retour au travail, il y a du monde qui sont plus ou moins d'accord avec ça, du fait que ça vient brimer le droit de grève des employés et que théoriquement, ça vient débalancer le rapport de force entre l'employeur et les employés, dans le sens que si les employés ne peuvent pas arrêter de travailler de façon légale, ça leur enlève une de leurs manières de mettre de la pression sur l'employeur pour les aider à négocier. Par contre, de l'autre côté, il faut comprendre que si l'arrêt des activités ferroviaires de la part du CN et du CP, ça serait prolongé sur quelques jours, ça aurait été un vrai carnage pour l'économie canadienne parce que on parle de l'équivalent d'1 milliard de dollars de marchandises par jour qui est transporté par ces deux compagnies-là. Fait que c'est sûr que des perturbations sur les transports en train, ça aurait causé des retards significatifs dans la chaîne d'approvisionnement. Autrement dit, dans le déplacement des matières premières et dans la livraison des produits finis aux consommateurs. Et ça aurait touché particulièrement le secteur agricole, le manufacturing, l'industrie automobile et la distribution de biens de consommation. Donc, tant qu'à moi, en forçant le retour au travail, on a évité des ruptures de stock, des retards de production et au final, on a évité une augmentation des prix pour les consommateurs. Surtout que actuellement, l'économie canadienne est déjà affaiblie. Donc, si le gouvernement fédéral faisait rien, on s'en allait direct en récession, fait qu'on aurait vu une baisse des exportations, on aurait vu une hausse temporaire des prix. Donc, dans les faits, c'était pas vraiment une option de laisser ce conflit de travail-là durer quelques jours parce que les conséquences auraient été beaucoup trop graves pour l'économie du Canada dans son ensemble. Sauf que là, la problématique avec l'intervention du gouvernement qui a imposé un arbitrage exécutoire, ça démontre que il y a des conséquences d'avoir deux compagnies de chemin de fer qui, ensemble, ont le monopole du réseau ferroviaire au Canada. Parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est tellement dépendant économiquement à ces deux entreprises-là du fait qu'il n'y a pas de solution de rechange. Là, on ne peut pas transporter toutes ces marchandises-là avec des camions. Et conséquemment, l'économie du pays est un peu pris en otage par le CN et le CPKC. Et là, avec l'arbitrage exécutoire, oui, le gouvernement a mis fin au lock-out, donc du côté économique, c'est bien, mais ultimement, comme je vous dis, ça empêche les employés d'utiliser leur droit de grève pour négocier de meilleurs termes à leur contrat de travail. Bref, c'est un peu ça l'histoire derrière l'arrêt de travail dans le secteur ferroviaire qui a fait les gros titres la semaine passée. Encore là, j'ai pas tous les détails, je connais pas non plus la réalité de cette industrie-là et je suis surtout pas un expert dans la négociation de conventions collectives, donc j'ai pas vraiment d'opinion par rapport aux demandes du syndicat versus les offres des employeurs. Le point que je voulais faire ressortir par rapport à ce sujet-là, c'est davantage le fait que l'économie canadienne est dépendante à un duopole. Donc, c'est-à-dire que le Canadien national et le Canadien Pacifique s'occupent de l'entièreté du réseau ferroviaire et du fait que ce type de transport-là est littéralement essentiel pour la chaîne d'approvisionnement du Canada, on ne peut pas se permettre un arrêt de travail de ce côté-là
Et la répercussion de ça, c'est que les employés, comme je vous dis, ils perdent indirectement leur droit de grève, et ça a nécessairement un impact sur leur pouvoir de négociation auprès de leur employeur. Rendu là, la moindre des choses, ce serait de s'assurer qu'au moins les conventions collectives du CP et du CN, ils ne se terminent pas en même temps. Question d'éviter la possibilité de paralyser tous les chemins de fer au Canada, parce que sinon, c'est certain qu'à chaque fois qu'il va y avoir des négociations dans ce secteur-là, le gouvernement va devoir encore une fois intervenir et forcer le retour au travail. Et pour conclure là-dessus, malheureusement, le manque de concurrence, c'est quelque chose qui est assez répandu dans le marché canadien. On peut penser aux 6 grandes banques canadiennes, on peut penser aux compagnies de télécom comme Bell, TELUS et Rogers, on peut penser aux chaînes d'épicerie, et évidemment, là, on peut rajouter les 2 entreprises ferroviaires, le CN et le CP, et tout ça fait en sorte que, principalement, les consommateurs ont moins de choix, et à ce moment-là, les compagnies qui se retrouvent dans une situation d'oligopole, ils ont souvent le gros bout du bâton par rapport à leur tarification, par rapport aussi, les employés ont moins de jeu aussi. À un moment donné, il faut également comprendre que ces 2 employeurs-là, ils peuvent communiquer ensemble et s'arranger pour justement contrôler les prix, mais contrôler également les salaires. Donc tout ça pour dire que le manque de concurrence, c'est quelque chose qui vient nuire au capitalisme en général et au libre marché, du fait que c'est la concurrence qui fait en sorte que les consommateurs, finalement, ils en bénéficient. Plus il y a de concurrence, plus les compagnies vont se battre l'une avec l'autre pour offrir le meilleur service, le meilleur prix, etc. Sinon, du côté de l'économie américaine, la semaine dernière, on a annoncé une révision majeure par rapport aux données du marché du travail aux États-Unis. En fait, à chaque mois, le département du travail annonce le nombre d'emplois créés aux États-Unis, mais il faut savoir que c'est basé sur des estimations, donc ce ne sont pas des données précises coulées dans le béton, et en fait, plus souvent qu'autrement, on annonce tel nombre de nouveaux emplois, et le mois suivant, on va réviser les données du mois passé. Et honnêtement, ça doit faire à peu près 6 mois qu'à chaque fois, le Bureau of Labor, le département du travail, fait une correction à la baisse en ce qui concerne la création de nouveaux emplois aux États-Unis. Et là, mercredi passé, le département du travail il a annoncé que finalement, l'économie américaine a créé 818 000 emplois de moins que ce qui avait été estimé. Donc, on parle de la période d'avril 2023 à mai 2024. Et on s'entend, 820 000 nouveaux emplois de moins que ce qu'on pensait, ben, c'est une révision qui est majeure. D'ailleurs, je vais vous expliquer vite comment ce type d'erreur-là peut arriver. Dans le fond, c'est des erreurs statistiques parce que, premièrement, comme je vous dis, les chiffres qui sortent à chaque mois, ce sont uniquement des estimations. Et deuxièmement, aux États-Unis, il y a comme 2 types de sondages qui permettent de bâtir le rapport du département du travail. Le premier sondage, c'est une enquête qui est faite auprès des ménages. Donc, le sondage est fait auprès des particuliers, là, vous et moi, tandis que l'autre sondage, c'est une enquête qui est faite auprès des établissements, c'est-à-dire auprès des entreprises. Et il y a toujours une certaine disparité entre les 2 enquêtes, et je vais vous expliquer sommairement pourquoi. Parce que disons que le département du travail, il fait un sondage auprès de Jean-Paul. Jean-Paul qui est un particulier, et là Jean-Paul va dire que oui, il est un employé en ce moment, puis en fait, il y a même 2 jobs. Il y a une job à temps plein, puis il y a une job à temps partiel. Mais aux yeux de l'enquête auprès des ménages, Jean-Paul, il compte comme une personne qui est présentement à l'emploi. Donc, lui, c'est binaire. T'es-tu à l'emploi ou t'es pas à l'emploi? Donc, ça, c'est du côté du sondage auprès des ménages. De l'autre bord, le département du travail fait aussi un sondage auprès des entreprises. Donc, dans ce cas-ci, il va faire un sondage auprès des 2 compagnies qui sont l'employeur de Jean-Paul. Et pour chacune des entreprises, Jean-Paul, évidemment, compte
comme un employé. Donc, du côté de l'enquête auprès des établissements, il y a une espèce de dédoublement en termes de personnes qui sont employées parce que Jean-Paul, c'est pas deux personnes distinctes, c'est une seule personne qui a 2 emplois. Il faut comprendre que les chiffres du côté de la création de nouveaux emplois, ce qu'on appelle en anglais le non-farm payroll, bien, on se fie sur le sondage qui est fait auprès des établissements, donc auprès des entreprises. Donc, c'est clair que dans le cas où il y a un certain nombre de personnes qui ont 2 ou 3 jobs à temps partiel, bien, ça va venir créer des distorsions au niveau de la réalité du marché de l'emploi. Et bref, là, avec cette révision-là du côté de la création de nouveaux emplois aux États-Unis, c'est 820 000 emplois de moins que prévu. Et évidemment, bien, ça fait en sorte que pour beaucoup d'investisseurs, ils sont encore plus inquiets par rapport au marché du travail et par conséquent, bien, ça renforce les anticipations d'une baisse du taux directeur par la Fed lors de sa prochaine rencontre qui est en mi-septembre. Et maintenant, la question, c'est pas est-ce que la Fed va réduire les taux d'intérêt? La vraie question, c'est de combien la baisse va être. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une baisse de 25 points de base ou de 50 points de base? Et je vous rappelle qu'en date d'aujourd'hui, le taux directeur aux États-Unis est encore à 5,5 %. Et là, la question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur, c'est est-ce que la réduction du taux directeur par la Fed, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les marchés boursiers américains? Dans le sens que oui, en théorie, plus les taux d'intérêt sont bas, mieux c'est pour les entreprises cotées en bourse. Par contre, de l'autre côté, si la Réserve fédérale décide de diminuer les taux d'intérêt, c'est parce que quelque part, elle entrevoit potentiellement une faiblesse de l'économie. Et évidemment, un ralentissement économique, ça affecte négativement les résultats financiers de beaucoup d'entreprises qui dépendent en fait des habitudes de consommation des consommateurs. Donc, moins de revenus, moins de profits, ça peut rendre les compagnies moins attrayantes et ça peut amener des sell-off, c'est-à-dire que les investisseurs se mettent à se départir de leurs actions. Mais à ce moment-là, comme je vous dis, on peut se questionner à savoir si la baisse du taux directeur, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais si on regarde au niveau des données du passé, historiquement, suite à une baisse des taux d'intérêt, l'économie américaine a connu des récessions. Et encore une fois, historiquement, ça a toujours été précédé par une chute des marchés boursiers. Et encore là, de mon côté, tout ça, ça change en rien ma stratégie d'investissement. Je ne vais pas plus vendre mes actions en prévision d'une récession. Ça ne fait pas partie de mon approche. Et si jamais il y a une correction boursière importante, que dans le fond, le prix des actions descende beaucoup, ben, je vais en profiter pour prendre soit des nouvelles positions ou je vais grossir des positions que j'ai déjà dans mon portefeuille. Donc oui, c'est le fun d'essayer de faire des prévisions ou de spéculer sur qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais ultimement, du côté de mon portefeuille à long terme, ce qui se passe du côté de l'économie, ça n'a pas énormément d'importance. Je reste avec la même stratégie, comme je vous dis, de conserver mes actions pour le long terme et de profiter des marchés baissiers pour venir grossir mon portefeuille, racheter des actions. Donc, c'est un peu ma philosophie par rapport à l'investissement autonome sur les marchés financiers. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.